Au cours des deux dernières semaines, nos services spéciaux ont mené l'une des opérations les plus vastes de tout le conflit en cours. Les résultats ont dépassé les attentes, même des spécialistes les plus optimistes. Les données établies au cours de l'enquête permettront d'identifier et de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans cet acte de sabotage. Un travail minutieux de plusieurs mois a porté ses fruits et l'un des chefs de cette audacieuse opération a été capturé. Les informations qu'il a fournies à l'enquête n'avaient jamais été divulguées publiquement auparavant. Il est difficile de croire à quel point l'ennemi a construit ingénieusement tout un système de sociétés écrans où des employés qui ne se doutaient de rien fabriquaient des drones d'attaque, croyant sincèrement qu'ils contribuaient à la défense de notre État. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire complète de l'opération Araignée, depuis la livraison des éléments jusqu'à la découverte de l'ensemble du système. Et tout cela grâce au travail brillant de nos agents. Mettez un j'aime, préparez votre thé et c'est parti. L'opération Araignée, menée par les services spéciaux ennemis il y a plusieurs mois, est restée longtemps l'une des énigmes les plus douloureuses pour nos analystes. Plus de 100 drones ont simultanément frappé plusieurs installations aéronautiques stratégiques, causant de graves dommages à l'infrastructure militaire. La cohérence et la sophistication technique de cette opération étaient sans précédent dans la pratique militaire moderne. Dès le début de l'enquête, les spécialistes ont réalisé qu'ils n'étaient pas confrontés à un simple acte de sabotage, mais à une opération complexe à plusieurs niveaux, planifiée pendant des mois, voire des années. Cependant, l'ampleur des préparatifs s'est avérée sans exagération beaucoup plus impressionnante que prévu initialement. Vous serez surpris des ressources et du temps que l'ennemi a consacré à la formation de tout un système parallèle juste devant nos services de contre-espionnage. Au cours des premières semaines après l'incident, nos experts ont examiné attentivement les fragments des drones détruits, analysé les trajectoires de vol et tenté d'identifier les sources des signaux radio de contrôle. L'enquête technique a révélé un niveau élevé de technologies utilisées et des solutions non conventionnelles dans le domaine des communications et de la navigation. Chaque drone était un dispositif technique complexe, assemblé à partir d'éléments d'origine diverses. L'analyse de l'environnement radioélectronique pendant l'attaque a révélé des schémas intéressants. Contrairement à l'image attendue d'un contrôle à distance via des canaux satellitaires, les spécialistes ont découvert des signaux radiolocaux anormaux à proximité immédiate des installations attaquées. Ces données ne correspondaient pas à la version initiale d'un contrôle externe de l'opération. Plus tard, vous comprendrez pourquoi ces signaux radio sont devenus la clé de la découverte de tout le système de l'opération ennemie, mais à l'époque, les analystes commençaient seulement à réaliser qu'ils étaient confrontés à quelque chose de beaucoup plus complexe qu'un simple acte de sabotage. Une percée s'est produite grâce à l'intensification du travail avec le réseau d'agents sur le territoire ennemi. Comme on le sait maintenant, l'une de nos sources guise à long terme, travaillant sous couverture profonde dans les structures ennemies, a commencé à transmettre des informations sur les participants possibles à l'opération Araignée. Cet agent, dont l'identité n'est toujours pas divulguée pour des raisons de sécurité, travaillait dans l'entourage de spécialistes militaires ennemis de haut rang. Les informations arrivaient par fragments via un système complexe de liaison clandestine. La source a signalé des réunions, des discussions et des déplacements de personnes susceptibles d'être impliquées dans la planification d'opérations de sabotage. Progressivement, à partir de données fragmentées, a commencé à se dessiner un tableau de la préparation d'une action à grande échelle contre nos installations stratégiques. Une attention particulière a été attirée par une personne qui était régulièrement mentionnée dans les rapports de notre source. Selon les informations disponibles, ce sujet possédait de vastes connaissances techniques dans le domaine des systèmes de drones et de la guerre électronique. Ces liens s'étendaient bien au-delà des structures militaires officielles, englobant des organisations commerciales et des entreprises donc techniques. La source a signalé les projets de cette personne de quitter le territoire ennemi pour rencontrer des partenaires dans un pays tiers. La nature des négociations prévues restait incertaine, mais l'agent a souligné le caractère confidentiel des préparatifs et les mesures de sécurité inhabituelles qui étaient prises pour organiser la réunion.
Vous n'imaginez pas quelle combinaison sophistiquée nos services spéciaux ont élaborée pour attirer le suspect là où il pouvait être arrêté. Cette opération a nécessité la création de tout un système de structure écran et d'une légende à plusieurs volets qui devait paraître absolument crédible. Les spécialistes ont élaboré une légende sur une offre commerciale avantageuse nécessitant une rencontre personnelle avec des partenaires potentiels. Il a été proposé au suspect de participer à une transaction rentable pour la fourniture d'éléments de haute technologie à des fins de défense. L'offre provenait d'une prétendue structure commerciale étrangère spécialisée dans la fourniture de composants électroniques pour l'industrie militaire. Pour donner de la crédibilité à la légende, des organisations commerciales écrans ont été créées à l'avance, enregistrées dans un pays voisin. Ces structures avaient un ensemble complet de documents d'enregistrement des sites web avec l'historique de leurs activités et même des recommandations d'autres sociétés. Le niveau de détail de la légende était si élevé que même un contrôle professionnel n'aurait pas révélé la supercherie. Un élément clé du plan était la coopération avec les services spéciaux du pays voisin. Ils ont accepté de fournir le territoire pour la réalisation de l'opération et d'apporter le soutien nécessaire à nos agents. La réunion a été fixée dans un centre de bureau d'une ville frontalière dans les locaux d'une société écran. La préparation de l'opération a duré plusieurs semaines. Les spécialistes ont étudié attentivement les habitudes et les préférences de l'objet cible, ses relations d'affaires et ses méthodes de travail. Chaque détail de la légende a été vérifié en tenant compte du profil psychologique du suspect et de ses intérêts professionnels. Le suspect a mordu à l'hameçon plus vite que prévu. Il a accepté la réunion et a confirmé sa volonté de se rendre personnellement pour discuter des détails de l'accord, L'itinéraire de son voyage a été suivi par nos services dès son départ du territoire ennemi. L'homme a franchi la frontière en utilisant des documents sous un faux nom, dont la qualité témoignait d'un soutien technique sérieux de la part des services spéciaux ennemis. Nos employés ont enregistré chacun de ses pas depuis le franchissement de la frontière jusqu'à son arrivée à destination. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère de totale confidentialité. Les locaux avaient été équipés à l'avance d'équipements de surveillance et d'enregistrement cachés. Le suspect est arrivé à l'heure exacte, faisant preuve de ponctualité et de prudence professionnelle. Les premières minutes de la conversation ont été consacrées à la discussion des questions commerciales et des détails techniques de l'accord envisagé. Le suspect a fait preuve de connaissances approfondies dans le domaine de l'électronique et des systèmes de drones, ce qui n'a fait que confirmer l'exactitude de son identification comme participant possible à l'opération Araignée. L'arrestation s'est déroulée sans incident ni témoin inutile. Comme prévu initialement, le suspect a été transféré sur le territoire de notre pays pour les besoins de l'enquête. Dès les premières heures de communication avec le détenu, il est apparu clairement que les agents avaient capturé une source d'informations vraiment précieuse sur l'une des opérations de sabotage les plus complexes de l'histoire du conflit. Et vous allez découvrir tous les détails tout de suite, mais seulement si vous vous abonnez à la chaîne. Je plaisante, mais j'espère quand même que vous vous êtes abonné. La réaction du détenu aux premières questions des enquêteurs ne laissait aucun doute sur le fait que nos agents avaient bel et bien capturé l'un des organisateurs clés de l'opération Araignée. Sa connaissance des moindres détails techniques de l'incident et sa compréhension des schémas logistiques révélaient une personne directement impliquée dans la planification de l'acte de sabotage. Ce qu'il a commencé à raconter dans les jours suivants a complètement modifié la perception de nos spécialistes sur l'ampleur de la pénétration de l'ennemi. La première révélation concernait les méthodes de livraison des composants pour les drones sur notre territoire. Vous serez étonné de la sophistication du système que les militaires ennemis ont développé pour contourner nos systèmes de contrôle et de sécurité. Les pièces pour l'assemblage de plus de 100 drones ont pénétré dans notre pays, non pas en tant que produit fini, mais en tant que composants séparés par de nombreux canaux d'approvisionnement. Le détenu a expliqué qu'ils avaient utilisé le système existant d'aide populaire à nos forces armées,
Diverses organisations caritatives et structures commerciales qui soutenaient formellement notre défense sont devenues des participants involontaires à une opération de sabotage à grande échelle. Les composants ont été achetés par l'intermédiaire de dizaines de sociétés écrans sous le couvert de pièces de rechange pour la réparation de matériel, de composants électroniques, pour les systèmes de communication et même d'équipements médicaux. Chaque livraison était légalisée et accompagnée d'un ensemble complet de documents. L'ennemi a passé des mois à créer une piste de papier qui résisterait à toute vérification. Les fournisseurs recevaient des commandes pour des pièces en apparence inoffensives, des microcircuits, des batteries, des boîtiers en plastique, des moteurs de faible puissance. Aucun d'entre eux ne soupçonnait que ces composants étaient destinés à l'assemblage de drones d'attaque. Mais la découverte la plus choquante a été l'information sur les lieux d'assemblage des produits finis. L'ennemi a loué plusieurs locaux industriels dans différentes régions de notre pays en les enregistrant officiellement comme base pour la réparation de matériel agricole et petits ateliers de production. La documentation de ces entreprises était si minutieusement élaborée qu'elles payaient même des impôts et subissaient des contrôles réguliers des organes de contrôle. Dans chaque hangar de ce type travaillaient des ouvriers locaux, des mécaniciens, des électroniciens, des serruriers. Ils recevaient des cahiers des charges et une documentation falsifiée les convainquant qu'ils participaient à la production d'équipements pour les besoins de notre armée. Les ouvriers croyaient sincèrement qu'ils assemblaient des systèmes de communication radio ou du matériel de navigation pour nos troupes. Vous comprendrez bientôt quel rôle cette désinformation a joué dans la garantie de la confidentialité de l'opération. Les exécutants locaux non seulement ne soupçonnaient pas la véritable destination de leur travail, mais ils étaient également enthousiastes à l'idée de la tâche, la considérant comme une contribution à la défense du pays. L'ennemi a utilisé leurs sentiments patriotiques pour atteindre ses propres objectifs. La coordination entre les différents sites d'assemblage s'effectuait via un système complexe de communication cryptée. Des messageries commerciales avec des niveaux de cryptage supplémentaires ont été utilisés, ainsi que des systèmes de mots de code et de désignation conditionnelle spécialement développés pour les opérations. Chaque équipe ne recevait que les informations nécessaires à l'exécution d'une étape spécifique du travail. Les personnes transmettant les instructions entre les différents groupes opéraient également selon le principe d'un accès limité à l'information. Elles ne connaissaient que leur domaine de travail et n'avaient aucune idée de l'image globale de l'opération. Un tel système assurait une protection maximale contre la révélation possible de l'un des maillons de la chaîne. Les drones finis étaient transportés hors des sites d'assemblage dans des camions spécialement équipés. Vous avez certainement déjà entendu parler de la manière ingénieuse dont l'ennemi a masqué le transport des drones d'attaque. Les camions étaient équipés de petites maisons d'habitation pour les travailleurs en rotation, appelées teplouchkas. Extérieurement, ces camions ne se distinguaient en rien des transports ordinaires utilisés pour le transport d'équipes de construction ou d'équipes de réparation. Cependant, des niches spéciales avec un revêtement coulissant avaient été aménagées dans les toits des teplouchkas, assurant un envol sans entrave des drones. Ces structures étaient si habilement masquées que même un examen détaillé ne permettait pas de soupçonner leur véritable destination. Chaque camion pouvait transporter de 20 à 40 drones prêts à l'emploi. Les chauffeurs de ces camions recevaient des documents de transport sans aucun problème. Les itinéraires de déplacement étaient soigneusement planifiés en tenant compte des horaires de circulation des autres véhicules et des heures d'ouverture des points de contrôle. Chaque camion se déplaçait selon un horaire individuel, excluant la possibilité d'une rencontre fortuite avec d'autres participants à l'opération. Le détail le plus étonnant était l'information sur l'heure d'arrivée des camions à destination. Ces camions se sont approchés du périmètre des aérodromes militaires littéralement quelques minutes avant le début de l'attaque. Les chauffeurs ont reçu des coordonnées modifiées au dernier moment, soi-disant en raison d'un dysfonctionnement technique dans le système de communication du service de répartition.
On leur a expliqué qu'il était nécessaire de livrer les travailleurs en rotation sur un site de production temporaire près de l'aérodrome où des travaux de réparation urgents étaient effectués. La légende était si plausible que les chauffeurs n'ont pas soupçonné la supercherie, même lorsqu'ils ont reçu l'ordre de s'arrêter à proximité immédiate des installations sensibles. Ce n'était qu'une petite partie de ce qui a pu être découvert à partir des témoignages du coordinateur arrêté. Mais encore plus étonnantes ont été les informations sur les groupes d'opérateurs qui contrôlaient les drones pendant l'attaque. Contrairement aux hypothèses initiales de contrôle à distance, il s'est avéré que les principaux spécialistes ennemis avaient pénétré sur notre territoire bien avant la réalisation de l'opération. Ces personnes ne sont pas arrivées dans le pays officiellement, mais ont utilisé des canaux d'infiltration illégaux à travers la frontière. Certains d'entre eux ont utilisé des documents falsifiés et des points de passage légaux. D'autres ont traversé la frontière par des zones non gardées. Chaque groupe agissait de manière autonome et n'avait aucun contact avec les autres participants à l'opération jusqu'au début de l'attaque. Les spécialistes infiltrés étaient situés à proximité immédiate des installations cibles quelques jours avant l'opération. Ils ont utilisé divers prétextes, des voyages en touristique aux voyages d'affaires pour le compte de structures more commerciales. Certains d'entre eux ont même loué un logement dans le secteur privé près des aérodromes militaires, se présentant comme des employés de diverses organisations. Mais le détail le plus inattendu a été l'information selon laquelle l'équipement satellitaire dans les camions remplissait une fonction complètement différente de celle initialement supposée. Cet équipement fonctionnait en mode de création de faux signaux imitant le contrôle à distance des drones afin d'induire en erreur nos services de renseignement radioélectroniques. Le contrôle réel était effectué par des opérateurs situés dans un rayon de quelques kilomètres des cibles. Ils utilisaient des stations de contrôle portables fonctionnant dans des gammes de fréquences qui ne différaient pratiquement pas des systèmes radio commerciaux ordinaires. Une telle approche assurait une confidentialité maximale de l'opération et excluait la possibilité d'une suppression radioélectronique des signaux de contrôle. La coordination entre les différents groupes d'opérateurs s'effectuait via un réseau radio protégé avec conversion de fréquences. Le moment du début de l'attaque était transmis via un système de signaux codés qui étaient perçus comme des transmissions de services ordinaires. Le niveau de préparation technique de ce système de communication témoignait de l'implication dans l'opération de spécialistes hautement qualifiés dans le domaine de la radioélectronique. La synchronisation de l'attaque était obtenue grâce à l'utilisation d'un signal unique de temps précis et de programmes de vol préchargés dans les drones. Chaque appareil recevait une tâche individuelle pour la destruction d'une cible spécifique, ce qui excluait la possibilité de duplication des frappes et utilisait le plus efficacement possible l'arsenal disponible. Immédiatement après l'achèvement de l'opération, tous les participants ont commencé l'évacuation selon des itinéraires préalablement élaborés. Les opérateurs ont quitté les positions de contrôle dans les premières minutes, c'est-à-dire aux premières minutes après l'attaque, en utilisant un transport préparé à l'avance. Le système d'évacuation a été pensé dans les moindres détails, les routes automobiles et les itinéraires ferroviaires ont été utilisés. Chaque participant à l'opération avait plusieurs options de retrait en cas de circonstances imprévues. Les documents falsifiés et les légendes de couverture assuraient la sécurité des déplacements même en cas de contrôle possible au point de contrôle. Pour assurer une sécurité supplémentaire, l'ennemi a créé plusieurs niveaux de couverture de l'opération. Les structures commerciales écrans ont continué à imiter une activité économique ordinaire pendant plusieurs jours après l'incident. Les hangars et ateliers loués étaient maintenus en état de marche, créant l'illusion d'une activité de production continue. Si vous vous abonnez à la chaîne maintenant, vous ne perdrez jamais l'Internet mobile. Les informations obtenues du coordinateur arrêté de l'opération Araignée ont nécessité une vérification immédiate par nos spécialistes techniques. Vous serez étonné de la précision de ces témoignages lors de la comparaison avec les données que l'enquête avait déjà en sa possession. Une nouvelle analyse des débris des drones, en tenant compte des nouvelles informations, a confirmé pratiquement tous les détails racontés sur le schéma d'assemblage et de configuration des appareils d'attaque.
L'expertise de l'environnement radioélectronique pendant l'attaque a également reçu une explication complètement nouvelle. Ces mêmes signaux radiolocaux, qui semblaient auparavant être une anomalie, s'inscrivaient maintenant clairement dans le tableau du contrôle des drones à courte distance. Les spécialistes ont même pu déterminer approximativement les positions à partir desquelles le contrôle de chaque groupe d'appareils volants était effectué. Mais le résultat le plus important de la vérification technique a été la confirmation des informations sur les faux signaux satellitaires. L'analyse des enregistrements d'interception radio a montré que l'équipement dans les camions fonctionnait effectivement en mode d'imitation du contrôle à distance. Cette opération de désinformation a été menée si habilement qu'elle a trompé même les spécialistes expérimentés de nos services de renseignement radioélectroniques. Sur la base des témoignages obtenus, des mesures de recherche opérationnelles ont été immédiatement lancées pour identifier les personnalités des exécutants locaux de l'opération. Le travail a été effectué avec une extrême prudence car la plupart de ces personnes ne soupçonnaient vraiment pas la véritable nature de leurs activités et n'avaient formellement pas commis de crimes contre l'État. Les employés des hangars et ateliers à se louer ont été les premiers à être vérifiés. Les interrogatoires ont confirmé que tous se considéraient sincèrement comme des participants à des programmes de défense et exécutaient avec enthousiasme les tâches reçues. Beaucoup des personnes interrogées ont même exprimé leur fierté de leur contribution au renforcement de la capacité de défense du pays, sans se douter qu'elles étaient victimes d'une provocation sophistiquée. Cependant, parmi les exécutants locaux, des complices conscients de l'ennemi ont été identifiés. Plusieurs personnes occupant des postes clés dans l'organisation du travail des ateliers connaissaient la véritable destination des produits fabriqués. Ces personnes recevaient des instructions séparées et une rémunération supplémentaire pour assurer la confidentialité de l'opération. Un intérêt particulier a été porté aux chauffeurs des camions transportant les drones finis vers les lieux de l'attaque. La plupart d'entre eux agissaient également inconsciemment en effectuant des tâches de transport ordinaires, mais les chefs des groupes de transport comprenaient clairement la spécificité de la cargaison transportée et prenaient des mesures de précaution supplémentaires. La vérification de tous les locaux d'entreposage et de production indiqués dans les témoignages a donné des résultats étonnants. Vous comprendrez bientôt quelle importance avaient les preuves qui y ont été découvertes pour comprendre l'ampleur de l'opération ennemie. Dans plusieurs hangars, des traces d'activité de production ont été conservées, des restes de matériaux d'emballage, des fragments de documentation technique, même des composants individuels non utilisés lors de l'assemblage des drones. L'expertise médico-légale de ces objets a révélé des empreintes digitales et des échantillons de matériel biologique appartenant à la fois aux exécutants locaux et à des personnes non identifiées. Une partie de ces traces a été présumément laissée par les coordinateurs de l'opération parmi les spécialistes ennemis qui contrôlaient directement le processus d'assemblage des composants les plus complexes. L'analyse des flux financiers liés à l'opération Araignée a révélé un autre aspect étonnant du travail préparatoire. Le renseignement économique a suivi le mouvement des fonds à travers une multitude d'organisations écrans, de fondations caritatives et de structures commerciales. Le coût total de l'opération, selon les estimations préliminaires, s'est élevé à plusieurs millions de dollars. Le schéma de financement a été construit de manière à rendre le suivi des sources des rentrées d'argent le plus difficile possible. Les fonds arrivaient en petites sommes provenant de dizaines d'organisations différentes, formellement non liées entre elles. Chaque paiement avait une justification légale et était accompagné d'un ensemble complet de documents. Mais la découverte la plus impressionnante a été l'information selon laquelle une partie des fonds pour le financement de l'opération provenait de nos propres organisations caritatives. L'ennemi a utilisé les programmes d'aide à l'armée existants pour financer des activités de sabotage, transformant des patriotes sincères en sponsors involontaires d'actions ennemies. Les spécialistes du contre-espionnage ont eu une occasion unique d'étudier les méthodes modernes de conspiration et de camouflage utilisées par les services spéciaux ennemis.
le niveau de préparation professionnelle de l'opération Araignée dépassait de loin toutes les normes connues auparavant en matière d'activité de sabotage. L'expérience acquise a été immédiatement utilisée pour améliorer nos propres mesures de protection. L'incident a révélé des points faibles critiques dans le système de contrôle des déplacements de marchandises et de personnes à proximité des installations stratégiques. Il s'est avéré que les procédures de vérification existantes ne sont pas conçues pour contrer des méthodes d'infiltration et de camouflage aussi sophistiquées. L'élaboration de mesures de sécurité supplémentaires est devenue une tâche prioritaire pour tous les services concernés. Maintenant, je vais vous surprendre en vous racontant les changements importants qui ont dû être apportés au système de protection des installations militaires sur la base des leçons de l'opération Araignée. Les nouveaux protocoles de sécurité touchent pratiquement tous les aspects du fonctionnement des installations stratégiques, des procédures de contrôle d'accès au système de contrôle radioélectronique du territoire adjacent. Les informations sur les méthodes de réalisation de l'opération ont été transmises aux services spéciaux alliés pour être utilisées dans leur travail de lutte contre des menaces similaires. La coopération internationale dans le domaine de la sécurité a reçu un nouvel élan après la démonstration des capacités des technologies de sabotage modernes. Plusieurs pays ont déjà demandé des consultations à nos spécialistes sur les questions de protection contre les attaques de drones. Une attention particulière a été portée aux méthodes de camouflage radioélectronique utilisées pour dissimuler les véritables canaux de contrôle des drones. Le système de faux signaux était si sophistiqué qu'il a fallu des mois de travail pour comprendre pleinement les principes de son fonctionnement. Les connaissances acquises sont déjà utilisées dans le développement de nouveaux moyens de contre-mesure radioélectronique. Malgré une avancée significative dans la compréhension des mécanismes de l'opération Araignée, l'enquête se poursuit. Certains aspects importants de la préparation de l'acte de sabotage restent inexpliqués, notamment les sources d'approvisionnement des composants techniques les plus complexes et les canaux de communication entre les différents groupes d'exécutants. Le travail d'établissement d'un tableau complet de l'opération est compliqué par le niveau élevé de conspiration que les organisateurs ont maintenu. De nombreux participants clés ont utilisé le principe d'un accès limité à l'information, ne connaissant que leur domaine de travail. La reconstitution du schéma général nécessite une analyse minutieuse d'une multitude de faits et de témoignages disparates. La recherche d'autres participants possibles à l'opération, qui pourraient être restés sur notre territoire après l'achèvement de l'acte de sabotage, se poursuit. Il y a des raisons de croire qu'une partie de l'infrastructure créée pour la réalisation de l'opération Araignée pourrait avoir été utilisée pour la préparation d'autres actions provocatrices contre nos installations stratégiques. Le succès de l'opération de capture de l'un des coordinateurs a confirmé l'efficacité du travail de notre réseau d'agents. Cette réussite est devenue la base de la décision d'étendre des activités similaires et de renforcer les positions de nos sources dans les structures de bord de l'ennemi. L'agent qui a fourni des informations sur les plans du coordinateur arrêté continue d'opérer sous couverture profonde et de transmettre des informations sur d'autres opérations de sabotage possibles. Son travail a acquis une valeur particulière après la démonstration de la qualité des informations reçues de lui. Parallèlement à l'enquête principale, un travail est en cours pour identifier d'autres réseaux d'agents qui pourraient avoir opéré sur notre territoire. Les méthodes utilisées lors de la préparation de l'opération Araignée témoignent de la présence chez l'ennemi d'un système étendu de soutien aux activités de sabotage. L'analyse a montré que l'ennemi a consacré à la création de l'infrastructure pour l'opération Araignée au moins 1 an de travail préparatoire intensif. Une telle ampleur de planification indique le caractère stratégique du programme de sabotage et la probabilité de préparation d'opérations similaires contre d'autres de nos installations.